N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Bonsoir. Donc, je suis Dr Gambono Sandrine Laure. Je suis résidente en pédiatrie en 3e année à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. Donc, je disais, nous allons parler de la conduite à tenir devant les convulsions chez l'enfant. Et bien sûr, avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages et réseaux sociaux de Medical Mind. Donc, vous verrez le lien vous sera envoyé plus tard dans la mesure du possible. Également, nous voulons rappeler que le 25 février, oui, il y aura un atelier sur la réanimation néonatale à Douala. Et celui de Yaoundé aura lieu le 11 et 12 mars sur la fondoscopie. Donc, nous saluons toutes les personnes présentes qui sont là pour nous écouter et nous espérons vous apporter un plus en termes d'informations sur en ce qui concerne la conduite à tenir devant les convulsions chez l'enfant. Donc, nous allons commencer la présentation. Okay, donc, pour atteindre nos objectifs, nous allons suivre le plan ci-après. Donc, après des généralités, nous allons définir ce que c'est que les convulsions. Nous allons rappeler pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler. Également, nous allons voir un peu l'épidémiologie. Ensuite, comment on fait pour aboutir à des convulsions. Nous allons aborder ensuite le diagnostic positif et étiologique. Et bien sûr, ce qui nous concerne ce soir, nous allons aborder le traitement et les moyens de surveillance. Dans guise de définition, il faut dire que souvent on parle de convulsions et de crise d'épilepsie. Donc, c'est deux thèmes qui traduisent un même phénomène. C'est-à-dire, c'est une décharge hypersynchrone d'un groupe de neurones hyper-excitables qui se propage au sein du cortex. Et il faut dire que quand on parle d'hyperexcitabilité, c'est la tendance d'un neurone à générer des crises, des décharges répétées en réponse à un stimuli qui habituellement ne provoque qu'un seul potentiel d'action. Et quand on parle d'hypersynchronie, bien sûr, c'est la propriété d'un groupe de neurones à générer de façon synchrone des trains de potentiel d'action. Concernant les convulsions proprement parlées, les convulsions, c'est une forme d'épilepsie, mais c'est la manifestation motrice de l'épilepsie. Ça veut dire que c'est les contractions brusques et involontaires de la musculature striée, soutenues ou interrompues. Donc, quand on parle de crise d'épilepsie, c'est soit des convulsions, c'est-à-dire des manifestations motrices, soit sensitives, soit sensorielles, soit psychiques, avec ou sans modification de la conscience. Maintenant, on entendra souvent parler de convulsions fébriles, convulsions sans fièvre, donc nous avons jugé nécessaire quand même d'aborder le thème dans les définitions de convulsions fébriles. Donc, c'est des convulsions occasionnelles, ça veut dire qu'ils surviennent à l'occasion d'un événement. Et l'événement ici, c'est la fièvre. Donc, c'est des convulsions occasionnelles qui surviennent chez un nourrisson ou un enfant entre 3 mois et 5 ans, associées à de la fièvre, sans signe d'infection du système nerveux central ou d'autres causes définies. Ça, c'est un argument assez important parce que, comme vous pouvez le voir, c'est important qu'on soit d'accord que pour parler de convulsions fébriles, il faudrait qu'à la base, il n'y ait pas de signe d'infection du système nerveux central. Donc, on a également fait la différence ici parce qu'on va le dérouler tout au long de la présentation entre convulsions fébriles simples et convulsions fébriles complexes. Donc, pour parler de convulsions fébriles simples, c'est quoi? C'est des convulsions qui surviennent chez un nourrisson entre 3 mois et 5 ans, sans signe d'infection du système nerveux central. Mais bien sûr, il faut que le nourrisson en question ait l'âge, ait plus de 12 mois, que la convulsion dure moins de 5 minutes, que la crise soit généralisée. Également, il faut qu'il n'y ait pas de déficit post-critique et que le développement psychomoteur soit normal. Et les convulsions fébriles complexes, c'est tout l'inverse. Donc, nous avons abordé le sujet de convulsions ce soir parce que l'intérêt est multiple. Déjà, il faut savoir que les convulsions, c'est l'urgence neurologique la plus fréquente en pédiatrie. Il est important de savoir reconnaître de savoir poser le diagnostic, donc de savoir reconnaître la convulsion chez l'enfant. Également, dans l'intérêt thérapeutique, il faut savoir que l'éducation sur l'utilisation des antiépileptiques et la prévention des crises ultérieures est très important. Et le pronostic tant vital, les pronostics tant vitaux que fonctionnels sont dominés par un risque de récidive et de séquelles. Et il y a beaucoup de comorbidités associées, c'est-à-dire des troubles de l'apprentissage, des déficits avec hyperattention, de l'attention avec hyperactivité, des troubles du comportement.
Donc, rappelons quand même ce que c'est que, comment fonctionne le système nerveux en termes de transmission de l'influx nerveux. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux mécanismes physiologiques qui sont impliqués. Il y a la dépolarisation cellulaire et il y a la neurotransmission. Donc, vous verrez souvent un équilibre on va poser entre les courants excitateurs et les courants inhibiteurs. Les courants excitateurs, ici, le principal neurotransmetteur, c'est le glutamate, alors que les courants inhibiteurs, le principal neurotransmetteur, c'est l'acide gamma-aminobutyrique, c'est-à-dire le GABA. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces deux courants. Parce que si on est devant des courants excitateurs bien plus importants, bien sûr, la décharge sera bien plus importante que l'inhibition. Du coup, on pourra avoir des convulsions. Si les courants inhibiteurs sont moindres par rapport aux courants excitateurs, on peut également avoir des convulsions. Mais comme on l'a dit en termes d'épidémiologie, la prévalence est assez importante dans le monde. Ça veut dire que les convulsions fébriles représentent environ 1% chez l'enfant, alors que les convulsions fébriles sont bien plus importantes, 2 à 11%, c'est un des chiffres bien plus élevés. Et elles sont dominées par les convulsions fébriles simples, qui représentent plus de 90% des convulsions fébriles. Mais il faut avoir à l'esprit aussi que 9 à 35% des premières convulsions sont des crises complexes. Et il y a un risque de récurrence, c'est-à-dire après un premier épisode de convulsion fébrile, la probabilité de récurrence est de 30%. Et après 2 épisodes, c'est 50, parfois 70%. Maintenant, il y a un problème qui demeure, c'est-à-dire le taux de manque de diagnostic. Le taux de manque de diagnostic est important, c'est-à-dire on va jusqu'à 25% parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas reconnaître les convulsions chez l'enfant. Surtout qu'elles sont très atypiques. Et les facteurs de risque sont multiples. Le prématuré a des risques de faire des convulsions plus tard, le petit poids de naissance. Également, on s'est rendu compte que les garçons font plus de convulsions que les filles. Également, des épisodes fébriles récurrents. À force de faire des épisodes fébriles, il est possible qu'on fasse des convulsions fébriles. Maintenant, un patient qui a un retard psychomoteur est plus à risque de faire des convulsions plus tard. Également, celui qui a des antécédents d'asphyxie périnatale, que ce soit d'ictère ou d'infection du système nerveux central, pourra plus tard peut-être développer une paralysie cérébrale et donc pourra présenter des crises d'épilepsie plus tard, donc des convulsions. Et si on a déjà présenté des convulsions, on peut encore en présenter, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle les antécédents de convulsions, que ce soit chez l'individu même ou dans la famille, sont des gros facteurs de risque. Également, s'il y a des pathologies sous-jacentes qui sont pourvoyeuses de convulsions, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a une malformation cérébrale, quelqu'un qui a des syndromes génétiques ou bien des maladies métaboliques, peuvent être sujets à des convulsions plus tard. Donc, concernant l'éthiopathogénie, on l'a déjà dit, lorsqu'il y a une stimulation de neurones, en principe, il y a la génération d'un seul potentiel d'action. Et les canaux ioniques ici jouent un rôle très important. Maintenant, vous allez vous rendre compte que le patient qui a un neurone hyper excitable, qui a des neurones hyper excitables et hyper synchrones, pour la génération d'un potentiel d'action, pour la stimulation d'un neurone, on aura la génération de plusieurs potentiels d'action, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite. Et bien sûr, comme on l'a dit, la survenue d'une décharge épileptique suppose l'existence d'un trouble constitutionnel ou acquis de l'excitabilité neuronale. Donc, il y a 2 facteurs qui caractérisent ces neurones. Soit ils sont hyper excitables, soit ils sont hyper synchrones, ou les deux. Donc, on l'a déjà dit. Soit c'est un excès de courant excitateur, c'est-à-dire, vous pouvez le voir ici à gauche, un excès de glutamate, d'acide glutamique. Soit c'est un défaut d'acide de gamma-aminobutyrique. Et donc là, c'est l'un ou l'autre. Et ainsi, on pourra avoir des convulsions chez le patient. Donc, en résumé, là, vous pouvez le voir, soit c'est un déficit de la neurotransmission inhibitrice, soit c'est une augmentation relative ou absolue de la neurotransmission excitatrice, soit c'est un déséquilibre des canaux ioniques. Et ainsi, avec l'hyperexcitabilité, l'hypersynchronie, on a une dépolarisation excessive et prolongée, donc une décharge épileptique à l'origine d'une crise épileptique. Et lorsque la crise est motrice, donc à l'origine d'une convulsion. Comment aborder la convulsion? Comment poser le diagnostic? En général, on va vous amener le patient parce qu'il a présenté des mouvements anormaux de survenue brutale. Ou bien il a une perte de connaissance, ou bien c'est un patient qui a été retrouvé inconscient, ou bien il a convulsé pendant qu'on était en train de l'examiner pour autre chose, ou bien pour avoir des signes indirects de convulsion. Un patient qu'on a peut-être retrouvé inconscient avec des signes comme une morsure de la langue, ou bien un patient qu'on retrouve en train d'hypersaliver. Et là, il faut mener un interrogatoire à visée diagnostique, c'est-à-dire l'âge du patient d'abord. Parce qu'en fonction de l'âge, on saura de quelle convulsion il s'agit.
l'histoire détaillée des événements qui précèdent la crise. Est-ce que c'était un patient qui était d'abord malade? Ça veut dire, est-ce qu'il faisait une fièvre et là, on se rend compte que bon, il convulse peut-être à l'occasion de la fièvre ou autre chose. Est-ce que c'est un patient qui a eu une évidence de perte, c'est-à-dire il fait de la diarrhée, il vomit, ou bien même est-ce que l'heure du dernier repas, parce que parfois des hypoglycémies peuvent donner des convulsions, surtout chez les plus jeunes. Il faut caractériser une crise. Quand est-ce qu'elle a commencé? La durée, parce qu'on l'a vu précédemment, lorsque une crise dure déjà plus de 15 minutes, là, on est devant une convulsion assez complexe. Et surtout quand c'est une convulsion fébrile, c'est une convulsion fébrile complexe. Les caractéristiques des mouvements qui peuvent nous orienter parfois sur l'étiologie, sur la région du cerveau impliquée. Maintenant, est-ce qu'il y a un coma post-critique? Ça, ce sont des signes de gravité, surtout quand on est devant des convulsions fébriles. Le nombre de crises et quel est le traitement qui est administré? Parce que malheureusement, on se rend compte que les parents ont tendance à administrer des traitements pas adéquats. Parfois, ils versent de l'alcool sur le patient. Parfois, c'est des oignons. Parfois, c'est de l'huile rouge. Tout ça, c'est la peur. Tout ça, c'est la panique. Donc, les traitements qui ont été administrés. Et aussi, il faut rechercher, est-ce qu'il y a une notion de traumatisme crânien ou bien est-ce que c'est un patient qui a peut-être consommé des pesticides, des raticides, on ne sait pas. Il faut rechercher dans ses antécédents. Est-ce que c'est un ancien prématuré? Quel était le poids de naissance? Est-ce qu'il s'est bien adapté quand il est né? Est-ce qu'il y a eu une notion de réanimation à la naissance? Est-ce qu'il y a même eu une notion d'hypoglycémie à la naissance? Parce que, comme on l'a dit, l'hypoglycémie est pourvoyeuse de convulsions. Donc, elle peut être à l'origine de beaucoup de complications au niveau neurologique. Est-ce qu'il y a un antécédent d'infection ou bien d'ictère néonatale? Comment est le développement psychomoteur du patient? C'est très important pour un patient qui présente des crises convulsives. Est-ce que jusque-là, le développement psychomoteur était normal? Parce que ça va également être un argument, un élément de surveillance. Maintenant, est-ce que c'est un patient qui est déjà épileptique et qui est sous traitement antiépileptique? Là, on peut se dire, peut-être il a oublié de prendre son médicament, donc peut-être la prise en charge n'est pas adéquate, c'est-à-dire il n'est pas compliant, il n'est pas observant au traitement. Maintenant, est-ce qu'il y a des antécédents de convulsions précédentes? Est-ce qu'il y a des antécédents de convulsions à répétition? Si c'est des convulsions en contexte de fièvre, est-ce que ce sont des convulsions fébriles? Dans la famille, donc, c'est important de dresser l'arbre généalogique parce qu'il y a toujours une composante génétique dans ces convulsions-là. Est-ce que dans la famille, les frères, les neveux, les cousins ont tendance à convulser quand ils font de la fièvre? Est-ce que les parents ont eu à le faire bien d'autres personnes de la famille? Maintenant, est-ce que dans la famille également, il y a une épilepsie? Parce que quand quelqu'un dans la famille, un proche, surtout du premier degré, un ascendant du premier degré, a une épilepsie, le risque est bien plus important chez l'enfant également d'avoir une épilepsie. Maintenant, quand on va examiner le patient, qu'est-ce qu'on va voir en examinant le patient de manière générale? Comment il est? Est-ce qu'il est pâle? Est-ce qu'il est déshydraté? Est-ce qu'il est dans le coma? Est-ce qu'il est dénutri? Il faut prendre ses paramètres vitaux. Il faut surtout prendre sa glycémie et la température. Ça veut dire, est-ce que notre patient a une hypoglycémie qui d'emblée peut expliquer la convulsion? Est-ce que notre patient fait de la fièvre? Donc, ça pourra nous orienter plus tard. Maintenant, le périmètre crânien est important parce que si c'est un patient qui a des antécédents d'asphyxie périnatale, par exemple, il va se présenter peut-être avec une microcéphalie. Ça pourra nous orienter sur un patient qui a peut-être une paralysie cérébrale, surtout si on retrouve chez lui un syndrome pyramidal. Également, il faut faire un examen neurologique complet. Est-ce qu'il est conscient? Quelle est son attitude globale? Est-ce qu'il a une attitude d'un nouveau-né? C'est-à-dire, vous voyez un nourrisson qui a une attitude de nouveau-né, c'est-à-dire à la quadrille fléchie là, avec les poings fermés, par exemple. Il faut rechercher un syndrome déficitaire, comme on l'a dit. Il faut rechercher s'il y a des signes d'irritation méningée, toujours. Parce que si on a un grand enfant, si on a des signes d'irritation méningée, c'est-à-dire la raideur de la nuque, le signe de Kenning, le signe de Buzinski, là, on pourra penser que peut-être on est devant une méningite. Il faut rechercher un autre foyer. Si on a un foyer ORL, ça peut être une rhinorrhée, donc une rhinite qui se complique de convulsions fébriles. Si on a un foyer respiratoire, peut-être une pneumonie, un foyer cardiaque, peut-être une endocardite. Si on a des signes digestifs, par exemple, des diarrhées, la diarrhée, des vomissements, donc notre patient sera peut-être déshydraté et ce sera peut-être la source de ces convulsions s'il y a des signes urinaires en faveur d'une infection urinaire. Donc, de manière paraclinique, il va falloir faire des examens, bien sûr, qui sont orientés en fonction de ce à quoi on pense à la base. Par exemple, si on est devant un nourrisson ou un petit enfant de 3 ans, 4 ans qui a convulsé en contexte de fièvre et qui a des signes d'irritation méningée, naturellement, il va falloir lui faire une ponction lombaire pour exclure une méningite.
Maintenant, si on est devant un patient déshydraté qui a fait de la diarrhée, qui vomit, il est important de lui faire un ionogramme sanguin complet, surtout quand la déshydratation est modérée à sévère, parce que des troubles métaboliques également peuvent expliquer des convulsions chez le patient. Il faut toujours faire une glycémie, il faut faire une calcémie, surtout chez les nouveau-nés ou bien chez des petits nourrissons qui pourraient avoir un rachitisme. Il est important de faire la calcémie parce qu'il peut présenter des convulsions à l'origine séquelaire d'une hypocalcémie. Maintenant, il faut faire un électroencéphalogramme aussi en fonction de peut-être si on est devant un patient qui présente des convulsions sans fièvre à répétition, avec un mauvais développement psychomoteur et peut-être des antécédents d'asphyxie périnatale. On peut se dire que c'est peut-être un patient qui a développé une épilepsie sur sa paralysie cérébrale. On pourra faire également un scanner cérébral. Les étiologies qui peuvent être infectieuses et non infectieuses. Concernant les étiologies infectieuses, c'est principalement les étiologies du système nerveux central et hors système nerveux central. Donc, comme une méningite, une encéphalite ou bien des abcès cérébraux qui peuvent être source de convulsions en contexte de fièvre. Également, des convulsions fébriles. Maintenant, en ce qui concerne les étiologies non infectieuses, elles peuvent être neurologiques ou métaboliques. Maintenant, soit c'est une malformation du système nerveux central, soit c'est des tumeurs, soit c'est même une épilepsie. Et maintenant, les étiologies métaboliques, soit c'est une hypoglycémie, une dysnatrémie, une hypocalcémie, maintenant chez les nouveau-nés, une hyperbilirubinémie ou bien des erreurs innées du métabolisme. Si ce n'est pas une convulsion, ça peut être des trémulations, c'est-à-dire des mouvements anormaux qui peuvent être arrêtés lorsqu'on immobilise la partie qui convulse chez le patient. Ça peut être des tics aussi qui sont des mouvements anormaux, mais sans toutefois être des convulsions. Ça peut être des spasmes du sanglot, c'est-à-dire un patient qui crie, qui pleure, c'est-à-dire qui pique une crise de colère et qui après qui a tendance à devenir cyanosé. Mais tout ça, bien sûr, passe avec le temps. Ça peut être une crise migraineuse ou bien une syncope ou c'est des myoclonies bénignes d'endormissement, c'est-à-dire le patient il veut s'endormir et il a tendance à effectuer des petits mouvements myocloniques. Chez les plus grands, on a souvent vu le syndrome de conversion hystérique, c'est-à-dire des patients qui simulent des symptômes qui ne sont pas, qui n'existent pas. Maintenant, ce qui nous concerne même ce soir, c'est la prise en charge. Comment prendre en charge un patient qui a une convulsion? Le but étant d'arrêter la convulsion, de traiter et prévenir les complications et de prévenir les récidives. Et les moyens, c'est les anticonvulsivants, d'abord les mesures générales et c'est l'éducation du patient. C'est à deux volets. D'abord, en milieu extra-hospitalier, parce que la convulsion concerne d'abord le parent, concerne d'abord la personne qui vit avec l'enfant. En ce qui concerne les mesures générales, c'est de mettre le patient en position latérale de sécurité et d'éviter les objets qui sont dangereux autour de lui. Tout ce qui concerne l'administration d'autres produits, comme on l'a déjà dit, l'alcool ou ce que les parents utilisent, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de maintenir le patient dans une position où il ne va pas se faire mal. Et maintenant, lorsque la crise a tendance à approcher les 5 minutes, bien sûr, les parents n'attendent même pas souvent avec la panique. C'est d'administrer le diazépam en intrarectal à 0,5 mg/kg sans dépasser une ampoule, sans dépasser 10 mg. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui réussissent à se calmer. Mais c'est toujours important de faire une éducation aux parents, surtout les parents d'enfants qui ont déjà convulsé. Comment utiliser le diazépam, on le verra plus tard. Mais ça peut être fait en milieu extra-hospitalier. Et bien sûr, après, il faut directement aller à l'hôpital. Maintenant, la crise en milieu intra-hospitalier, comment la traiter? Il faut dire ses fonctions de l'étiologie, mais également il faut dire la prise en charge est simultanée à la recherche étiologique parce que si on commence à administrer des anticonvulsivants à un patient qui a une hypernatrémie, ça va bien sûr pas s'aider. Si on commence à administrer des anticonvulsivants à un enfant qui a une glycémie de 0,2, rien ne va changer. Donc, il faut simultanément rechercher ce qui pourrait être la cause de la convulsion. Mais de manière globale, les mesures qui sont appliquées en extra-hospitalier sont valables à l'hôpital. C'est-à-dire la position latérale de sécurité, éloigner tout objet qui pourrait faire mal au patient. Le diazépam peut être utilisé en intrarectal ou en intraveineux. La dose est de 0,5 mg/kg sans dépenser 10 mg en intrarectal. Maintenant, on peut être devant un patient qui a un relâchement sphinctérien. Donc, il fait la diarrhée. Bon, il ne fait pas la diarrhée, il a un relâchement sphinctérien à l'occasion de la crise. Donc là, on peut lui administrer le diazépam en intraveineux, mais bien sûr très, très, très lentement en surveillant les signes de détresse respiratoire. Donc, à 0,2 mg/kg sans dépasser 1 mg/kg.
en intraveineuse très lente. Si les convulsions persistent au bout de 5 minutes, on peut refaire une deuxième dose d'anticonvulsivants. Maintenant, le choix, généralement, c'est les anticonvulsivants à longue durée d'action, comme le phénobarbital, comme la phénitoïne, vous entendrez parler devant. Mais également, comme on l'a déjà dit, la recherche étiologique doit être simultanée. Quelles sont les indications? Lorsqu'on est devant un patient qui fait des convulsions avec fièvre, qui convulse en contexte de fièvre, si c'est une convulsion fébrile, si on se dit que c'est une convulsion fébrile, après avoir éliminé bien sûr ce qui est plus sévère, des méningites, des encéphalites, des abcès, en fonction du patient, on fait un traitement de la cause. Si c'est une infection ORL qui a donné la convulsion au patient, si c'est une angine, si c'est une pharyngite ou une otite, on traite son otite. Maintenant, on lui met les antipyrétiques de manière systématique toutes les 12 heures, pendant au moins les 48 à 112 premières heures, parce qu'on se dit c'est la fièvre qui lui a donné des convulsions. Donc, il faut limiter le plus possible la survenue de la fièvre. Mais également, il faut savoir que c'est aussi par rapport à l'inconfort que procure la fièvre qu'on va administrer les antipyrétiques de manière systématique. Également des antiépileptiques à longue durée d'action, ici notamment le phénobarbital, dont la dose varie beaucoup en fonction de l'âge. Si on est devant un nouveau-né, c'est 20 mg kg. Si on est chez un nourrisson, c'est 15 mg kg. Et si on est chez un grand enfant, c'est 10 mg kg. Donc, il ne faut pas administrer une dose de 20 mg kg à un grand enfant. Pourquoi? Parce que le volume de distribution chez le grand enfant est moindre que chez le nouveau-né. C'est la raison pour laquelle la dose a tendance à diminuer avec l'âge. Également, la dose d'entretien, se fera 24 heures plus tard après la dose de charge à 5 mg kg qu'il faut toujours bien diluer et passer pendant 15 à 30 minutes dans une perfusion. Si on est devant une convulsion qui révèle plutôt une infection du système nerveux central, c'est-à-dire soit une encéphalite, soit une méningite, concernant l'encéphalite, comme elle est souvent virale, c'est en plus des mesures générales, en plus des anticonvulsivants, en plus des antipyrétiques, c'est de la cyclovir, mais c'est dépendamment du patient. Également, si on est devant une méningite bactérienne chez l'enfant, il faut penser à la corticothérapie, aux antibiotiques, souvent les céphalosporines de 3e génération qui sont utilisés en première intention, en plus des autres mesures générales. On est devant un patient qui fait des convulsions sans fièvre. Là, il faut s'arrêter, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il convulse. Est-ce que c'est une origine, ces convulsions ont une origine métabolique, par exemple, ou bien est-ce que c'est même déjà un patient épileptique? Donc, si par exemple, on va vous dire l'heure du dernier repas pour un petit nourrisson, c'était la veille, on peut se dire, ça peut être une hypoglycémie. Et dès qu'on a la preuve de l'hypoglycémie, là, on peut lui faire un bonus de sérum glucosé hypertonique à 30%, ou bien le sérum glucosé qu'on connaît d'habitude, le 10% là, à 5 cc kg. Mais surtout, il faut entretenir, c'est-à-dire qu'il faut avoir une voie d'abord pour entretenir sa glycémie, sa normoglycémie. Maintenant, si c'est une hypocalcémie, il faut corriger sa calcémie. Ça peut être une hypocalcémie à l'origine d'un rachitisme, ça peut être une hypocalcémie à l'origine d'une vitamine D qui n'est pas en rapport avec, d'une carence en vitamine D qui n'est pas en rapport avec le rachitisme, ou bien ça peut être une hypocalcémie beaucoup plus chez les nouveau-nés. Maintenant, si vous êtes devant un patient qui présente des convulsions, un patient déshydraté, il a fait beaucoup de diarrhée, il a vomi, il est même en état de choc ou pas, et il se présente avec des convulsions, il faut d'emblée penser que ce sont des troubles métaboliques. D'emblée. C'est vrai que ça peut être une méningite, c'est vrai que ça peut être, je ne sais pas, une infection quelconque ou même son sepsis sévère, mais il faut surtout avoir la hantise des troubles métaboliques chez un patient très déshydraté. Il a perdu de l'eau, il a perdu du sodium, il a perdu parfois du potassium, mais surtout le sodium. Il faut savoir que ce soit une hypernatrémie, que ce soit une hyponatrémie, les deux peuvent être pourvoyeuses de convulsions chez l'enfant. Et lorsqu'on a déjà des convulsions, ça veut dire que l'hypernatrémie ou l'hyponatrémie est sévère. Maintenant, si on est devant une hypernatrémie, on va se dire que le patient a perdu plus d'eau que de sodium. Donc, il faut corriger le déficit hydrique. Et généralement, la correction est lente et elle se fait en 48 heures. Si on est devant une hyponatrémie sévère, il faut corriger la natrémie du patient. Maintenant, si on est chez un patient qui est déjà épileptique connu, il est sous antiépileptique et il présente des convulsions sans fièvre, il faut se poser des questions, déjà faire toutes ces mesures générales dont on a parlé, position latérale de sécurité, éloigner tout ce qu'il y a qui pourrait être dangereux. Il faut lui administrer du diazépam, éviter le phénobarbital parce que parfois le phénobarbital aggrave certaines formes d'épilepsie ou du moins les crises, surtout chez les patients déjà épileptiques et sous antiépileptiques. Il faut rechercher la cause de sa décompensation. Ça peut être l'oubli.
il n'a juste pas pris son traitement. Ça peut être une infection intercurrente qui est en train de débuter, qui est en cours, qu'il va falloir traiter. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si c'est une mauvaise prise d'antiépileptiques, il faut faire un renforcement thérapeutique et il faut donner les antiépileptiques usuels que le patient a l'habitude de prendre. Ça ne sert à rien de commencer à vouloir lui mettre du phénobarbital, quoi que ce soit. Non, on calme sa crise avec le diazépam. On recherche la cause de la décompensation, on la traite et on fait un renforcement thérapeutique sur son traitement actuel. Maintenant, un autre volet assez important dans la prise en charge des convulsions, c'est la prévention des récidives, c'est-à-dire des crises ultérieures. Et souvent, ici, c'est chez les patients qui présentent des convulsions fébriles. Donc, si c'est un patient qui présente des convulsions fébriles simples, qui a présenté une ou deux crises de convulsions fébriles simples, il faut faire ce qu'on appelle le traitement préventif discontinu. Le traitement préventif commence par l'éducation. Il faut éduquer le parent. Il faut lui dire ce que c'est que la convulsion. Mais comme on l'a vu précédemment, un patient qui a convulsé peut encore convulser. Ça veut dire qu'il faut l'éduquer sur le risque de récurrence, de récidive. Donc, il doit avoir à portée de main un antipyrétique en cas de fièvre. Il doit éviter tout ce qui va donner la fièvre à son enfant. Et maintenant, il faut qu'il sache utiliser le diazépam. Il faut lui apprendre à utiliser le diazépam par voie intrarectale. C'est-à-dire, s'il a moins de 10 kg de manière standard, on peut lui dire, s'il a moins d'enfants, moins de 10 kg, il peut donner une demi-ampoule de diazépam en intrarectal. Si l'enfant a plus de 10 kg, il va donner une ampoule de diazépam. Maintenant, chez les patients qui présentent des convulsions fébriles complexes ou bien qui présentent plusieurs épisodes de convulsions fébriles, il y a des patients qui sont sujets, c'est-à-dire qui ont des facteurs de risque de faire des épilepsies plus tard. Il faut les mettre directement sous valproate de sodium. Bien sûr, après avoir fait un EEG pour exclure déjà une forme d'épilepsie, à 20 à 30 mg kg par jour en 2 à 3 prises. Et comme je l'ai déjà dit, il faut éduquer les parents, il faut prévenir les infections bactériennes et virales qui sont pourvoyeuses de fièvre et qui vont donner des convulsions fébriles à l'enfant. Il faut vacciner l'enfant, il faut qu'il dorme sous moustiquaire parce que même le palu donne de la fièvre, donc peut être à l'origine d'une convulsion fébrile. Donc, de manière générale, ce qu'on peut retenir, c'est que si on est devant un patient qui présente des convulsions, qui convulse, est-ce qu'il fait de la fièvre? Est-ce qu'il ne fait pas de fièvre? S'il fait de la fièvre, il faut d'abord se dire, est-ce que c'est une infection du système nerveux central parce que c'est ce qui est plus grave? Est-ce que c'est une méningite? Est-ce que c'est un abcès? Est-ce que c'est une encéphalite, par exemple? Et en fonction de l'étiologie qu'on suspecte, on mettra l'enfant sous antibiotiques, sous antiviraux, sous corticoïdes. Maintenant, si c'est une convulsion fébrile, est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est complexe? Et on fera le traitement tel qu'on l'a dit précédemment, sans oublier d'éduquer les parents et le traitement préventif discontinu et continu. Maintenant, si notre patient ne fait pas de fièvre, est-ce que ce sont des troubles métaboliques? Est-ce que c'est une hypoglycémie? Est-ce que c'est une hypocalcémie? Est-ce que c'est une hyponatrémie, une hypernatrémie? Est-ce que c'est une urémie? Ou bien même, est-ce que c'est une hypertension artérielle? Parce que les encéphalopathies hypertensives chez les enfants, ça existe. Et ils peuvent se présenter directement avec, après cette plainte de céphalée, d'acouphènes et de flou visuel ou pas, directement se présenter avec des convulsions. D'où l'intérêt de bien examiner le patient. Maintenant, il faut corriger le déficit. En fonction du déficit, on va faire une correction. Il faut toujours rechercher est-ce qu'il y a une notion de traumatisme crânien qui va orienter la prise en charge, les examens paracliniques et notamment la prise en charge médicale et chirurgicale. Est-ce que c'est un patient qui a déjà une épilepsie? Si c'est le cas, de quelle épilepsie s'agit-il? On peut lui donner du diazépam pour que la crise cesse, mais il faut surtout faire un renforcement thérapeutique, le mettre sous ses antiépileptiques usuels. Ici, c'est un schéma thérapeutique pour nous montrer de manière pratique ce qu'on peut faire. Donc, après avoir conditionné l'enfant, c'est-à-dire, comme on ne fait que le dire, éloigner de lui les objets qui pourraient le blesser, le mettre en position latérale de sécurité, lui donner du diazépam, ce qui est plus accessible dans nos pharmacies, à 0,5 mg kg en intrarectal ou 0,2 mg kg en intraveineuse. Voilà, ça peut être du clonazépam si on en a, du lorazépam si on en a. Maintenant, on peut renouveler 5 minutes plus tard si la crise persiste. Si après avoir renouvelé, la crise persiste toujours, on va lui donner un antiépileptique à longue durée d'action. Ça peut être généralement, on est à portée de main le phénobarbital, 15 à 20 mg en fonction, même 10, 15 à 20 mg en fonction de l'âge de l'enfant. Ou si on a la phénitoïne, on peut aussi le faire. Et si la crise persiste toujours 20 à 30 minutes après le début de la perfusion du deuxième antiépileptique, du deuxième médicament dont l'antiépileptique à longue durée d'action,
on renforce la posologie de l'antiépileptique. Ça veut dire on peut ajouter 5 mg kilo 1 à 2 fois. Souvent, on va vous dire on peut arriver à 40 mg kilo en ce qui concerne le phénobarbital. Et si jusque-là, ça ne marche pas, il faut savoir qu'il faut toujours il faut toujours appeler à l'aide. Parce que dans ce genre de circonstances, on est en train d'aller vers un patient qui va se retrouver en réanimation. Donc, si ça ne marche toujours pas, on peut le mettre sous acide valproïque ou sous midazolam s'il y en a, ou clonazepam, c'est-à-dire le Rivotril, s'il y en a. Et si malgré tout, la crise persiste, bien sûr, là, on va se retrouver en réanimation, le thiopenta, l'assistance ventilatoire, ou bien, et il faut savoir toujours faire un EEG, parce que lorsqu'on est devant une crise qui persiste, il faut penser à l'imagerie. Il faut faire un scanner, il faut faire un EEG. Peut-être qu'il y a un processus qui est pourvoyeur de ces crises convulsives-là. Donc, lorsqu'on a fait tout ça, il faut savoir surveiller le patient. Surveiller son état général, son état neurologique, la conscience, les signes de focalisation, s'il y en a, par exemple. Il faut surveiller son périmètre crânien, que ce soit de manière journalière ou bien au long cours, parce qu'il est sujet à faire beaucoup de séquelles plus tard. Et surtout, il faut surveiller son mouvement psychomoteur. Donc, ce qu'on peut dire, ce qu'il faut avoir comme information, c'est que les convulsions de l'enfant représentent un motif de consultation fréquent en pédiatrie. Il est important de savoir reconnaître les convulsions qui peuvent être souvent atypiques. Les convulsions fébriles dominent généralement le tableau chez les petits nourrissons. Et une prise en charge précoce et adéquate évite un état de mal convulsif et des séquelles neurologiques tardives. Donc, il faut toujours avoir la hantise des causes métaboliques, surtout lorsqu'on est devant des convulsions sans fièvre chez l'enfant. Donc, c'est ce message qu'on avait à partager avec vous ce soir. Donc, nous vous remercions pour votre aimable attention. On espère avoir répondu à certaines de vos questions. Et bien sûr, là, nous sommes arrivés au thème, comme on l'a dit, et c'est la phase de questions-réponses. Si des gens ont des préoccupations, si des gens ont des incompréhensions, ils peuvent poser leurs questions et tant que possible, on va essayer de répondre, d'y répondre. Donc, nous vous remercions. Là, c'est bon. OK. J'espère que vous m'entendez tous. Nous nous excusons encore pour les problèmes de connexion. Donc, il y a eu beaucoup de questions. Nous allons essayer d'y répondre progressivement. Donc, la première question, l'une des questions HP, comment reconnaître des convulsions infracliniques chez les nourrissons? Oui, c'est une bonne question. Déjà, il faut savoir que quand on dit infraclinique, ça veut dire que cliniquement, ça ne se voit pas. C'est ce que veut dire infraclinique. Maintenant, plutôt des convulsions atypiques, c'est-à-dire des mouvements atypiques. Parce qu'on a souvent à l'esprit qu'un patient qui convulse fait des mouvements tonico-cloniques généralisés là, de raideur de tous les membres. Mais parfois, ce n'est pas ça. Parfois, c'est juste des clonies, c'est-à-dire pour avoir des mouvements d'une main, ou bien parfois, c'est l'œil juste, il cligne des yeux. Parfois, il a le regard juste figé. Donc, je ne peux pas vous dire exactement comment reconnaître, mais il faut savoir qu'il y a des mouvements anormaux qui peuvent traduire des convulsions. Chez les plus petits, par exemple, les nouveau-nés, il peut avoir des mouvements de pédalage, par exemple. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne saurez pas qu'il est en train de convulser. Ou bien il peut juste faire des apnées, par exemple. Ça, c'est toujours des équivalents convulsifs. Donc, plutôt des convulsions atypiques, parce que les convulsions infracliniques vont se voir à l'EEG, à l'électroencéphalogramme. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère quand même avoir répondu à votre question. Mais bien sûr, les questions pourront continuer par message dans le groupe. Maintenant, la question de Drabo Abdoulaziz qui demande comment comprendre le mécanisme de l'hypersialurie au cours de l'épilepsie. Bon, on l'a dit, en cas d'épilepsie, pour présenter une crise convulsive, du moins une crise d'épilepsie, c'est deux choses. C'est l'hyperexcitabilité neuronale, c'est l'hypersynchronie. Donc, lorsqu'on est devant une hyperexcitabilité, un processus d'hyperexcitabilité, l'acétylcholine va être libérée.
Et l'acétylcholine a des propriétés pro-sécrétoires, des effets pro-sécrétoires. Donc là, on aura un patient qui, au niveau de certains organes, notamment les voies respiratoires, on aura une hypersécrétion bronchique à l'origine d'un encombrement. Souvent même, on va vous l'amener parce qu'il a une détresse respiratoire, c'est-à-dire on le retrouve là, il est très encombré, il a une détresse respiratoire. Donc, il faut être très, très minutieux pour savoir qu'en fait, il a présenté une convulsion. Et là, c'est juste l'effet de sa convulsion, l'effet de l'acétylcholine sur ses voies respiratoires. Donc, c'est l'effet prosécrétoire de l'acétylcholine qui est à l'origine de cet encombrement-là. Daouda Samoura qui demande s'il y a une différence entre les convulsions et les crises épileptiques. Oui, il y a une différence. Les convulsions sont des crises épileptiques, mais ce sont des crises épileptiques motrices. Parce que les crises épileptiques, c'est les crises qui peuvent être motrices, qui peuvent être sensitives, qui peuvent être sensorielles, qui peuvent être psychiques. On l'a dit au cours de la présentation. Parce que la caractéristique des neurones, c'est, comme on l'a dit, l'hyperexcitabilité, l'hypersynchronie. Maintenant, en fonction de comment va se manifester la crise, si vous avez un patient, par exemple, qui entend juste des voix, par exemple, ou bien qui voit des choses qui hallucinent, là, il peut être en train de faire une crise, mais pas convulsive parce que les muscles ne sont pas engagés. Cette fois, c'est une crise épileptique qui se manifeste, dont la manifestation est psychique. La manifestation est psychique. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est que les crises convulsives sont une forme d'épilepsie. Mais comme l'épilepsie peut être motrice, peut se révéler par des crises motrices, sensitives, sensorielles ou psychiques, ouais, c'est un peu ça. C'est là la différence. Maintenant, la dose, Jeanne Tamac qui demande la dose maximale de phénobarbital. Le phénobarbital peut être utilisé, ce que je peux vous dire, c'est jusqu'à plus de 500. Certaines études disent qu'on dit plus de 1000, à 1000, pardon, pas plus de 1000, 1000 maximum. Mais il faut garder à l'esprit que 200 mg de phénobarbital, c'est la dose adéquate. Maintenant, si les convulsions persistent, on peut compléter avec 5 mg kg de dose, mais sans toutefois excéder ça. Donc, gardez à l'esprit 200 mg de dose maximale. C'est possible d'en avoir plus, mais il faut être dans un contexte où on peut, si notre patient présente des complications de l'administration de ces antiépileptiques, notamment une détresse respiratoire, il faut être en mesure de réanimer le patient. Donc, c'est la raison pour laquelle, généralement, on va se limiter à 200 mg, mais on peut aller au-delà quand même. Donc, Drabo Abdulaziz encore, qui demande si la prise en charge symptomatique de la crise convulsive est similaire à celle de l'état de mal convulsif. D'accord. Déjà, la crise convulsive, le but, l'état de mal convulsif, c'est une crise convulsive, juste que c'est une crise convulsive qui dure plus de 15 minutes. Mais avec les études plus récemment, on vous dit même 5 minutes. Lorsqu'on est à plus de 5 minutes, déjà, c'est un état de mal convulsif. Ou bien lorsqu'on a un patient qui présente des crises sans reprise de conscience, des crises convulsives sans reprise de conscience, ou du moins des crises subentrantes, là, c'est déjà un état de mal convulsif. Maintenant, est-ce que la prise en charge est différente? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'au début, on prend en charge la crise convulsive pour ne pas aboutir à un état de mal convulsif. On identifie la cause, on fait les mesures générales, on peut utiliser du diazépam si peut-être c'est la fièvre qui donne la convulsion, après un antiépileptique à longue durée d'action. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'état de mal convulsif, les étapes sont les mêmes. Sauf que si on est déjà devant un état de mal convulsif, ça veut dire qu'on pourra peut-être donner d'autres antiépileptiques à longue durée d'action au patient. Peut-être en plus du phénobarbital, la phénitoïne, la dépakine, par exemple, le valproate de sodium. Donc, la prise en charge n'est pas vraiment différente. Les étapes sont les mêmes. Et le but, c'est d'éviter qu'une crise convulsive aboutisse à un état de mal convulsif. Donc, c'est un peu ça. HP qui demande à nouveau si on utilise le diazépam chez le nouveau-né. Oui, on utilise le diazépam chez le nouveau-né. Mais comme je l'ai dit, toutes ces substances ont comme effet indésirable principal, c'est la dépression du centre respiratoire. Donc, quand on utilise, il faut être à même de pouvoir réanimer si c'est nécessaire. Donc, mais oui, on peut utiliser le diazépam chez le nouveau-né, mais on a tendance à préférer le phénobarbital parce que le volume de distribution n'étant pas si important que ça, avec une durée d'action très courte, alors qu'on a des effets indésirables très importants, on se dit, bon, pourquoi? Mais c'est possible, mais l'antiépileptique de choix ou bien l'anticonvulsivant de choix va rester le phénobarbital chez le nouveau-né.
Maintenant, la dose de phénobarbital de diazépam, Laetitia demande la dose journalière maximale de diazépam à ne pas dépasser. OK. Donc, c'est en général 1 mg kilo si on est par voie intraveineuse. Et si on est par voie intrarectale, c'est 2 doses. Ça veut dire, en général, c'est 20 mg. Ça veut dire, si on a donné 0,5 mg kilo, même si c'est par voie intrarectale, on ne va pas dépasser une ampoule. Maintenant, on va au plus répéter encore une ampoule, mais pas plus que ça. Donc, c'est 10 à 20 mg kilo, en général. Minfele, j'espère qu'on est ensemble. Minfele demande quelles sont les conditions pour faire un traitement préventif discontinu ou un traitement préventif continu. OK, donc les conditions, c'est généralement lorsqu'on est devant un patient qui présente des convulsions, elles peuvent être fébriles ou pas. Donc, si on a par exemple un patient qui présente, parlant du traitement préventif discontinu, c'est avec du diazépam. C'est-à-dire, on éduque les parents sur ce que c'est que les convulsions, surtout fébriles, et on leur montre comment utiliser le diazépam. Et maintenant, lorsque un enfant a déjà présenté un épisode de convulsion fébrile, on peut lui donner un traitement préventif discontinu. Du moins aux parents, on met l'enfant sous traitement préventif discontinu. Maintenant, si on est devant un enfant qui a déjà présenté 3 épisodes de convulsion fébrile simple, ou bien un épisode de convulsion fébrile complexe, ou qui a des facteurs de risque d'une épilepsie, c'est-à-dire un patient, il présente une crise convulsive et par exemple, il a une séquelle d'asphyxie périnatale, ou bien, oui, il a une séquelle d'asphyxie périnatale. C'est un patient qui peut faire une épilepsie. Donc, à lui, on peut donner un traitement préventif continu. Parce que le but du traitement, c'est de limiter la survenue de crises, parce que les crises pourront être à l'origine des foyers épileptiques plus tard. Donc, on peut le mettre sur traitement préventif continu. Donc, il faut retenir que le traitement préventif se donne lorsqu'on est devant un patient qui a déjà fait une crise convulsive. Maintenant, le traitement préventif discontinu est fait à base de diazépam. Si un patient présente une crise convulsive fébrile simple, on peut lui donner un traitement préventif discontinu avec du diazépam, en plus d'éduquer les parents, de prévenir la survenue d'épisodes fébriles. Dès lors qu'il a déjà fait 3 épisodes de convulsion fébrile simple, ou bien un épisode de convulsion fébrile complexe, ou bien qu'il a des facteurs de risque de faire une épilepsie, là, on peut lui donner un traitement préventif continu à base de valproate de sodium. Maintenant, Jeanne demande à nouveau, si j'ai un enfant qui vient pour convulsion avec fièvre, je calme avec le diazépam. À quel moment débuter le phénobarbital? Comme on l'a dit, je calme avec le diazépam. S'il refait la crise convulsive, j'ai le droit de lui redonner du diazépam. Et maintenant, le phénobarbital, c'est pour prévenir la survenue d'autres crises, surtout quand le processus n'a pas été contrôlé. Je prends un exemple. Si on a un patient qui vient, il convulse. On n'a pas encore identifié, il fait de la fièvre, il convulse. On n'a pas encore identifié si c'est une infection du système nerveux central ou bien si c'est une convulsion fébrile, par exemple. Donc, à lui, tant qu'on n'a pas identifié, tant qu'on n'a pas contrôlé ce qui pourrait causer la convulsion, on doit lui mettre un produit, on doit lui mettre un antiépileptique, de préférence à longue durée d'action, qui va prévenir la survenue ultérieure d'autres crises, quand on sait les séquelles, les complications dues à la crise elle-même. Donc, un enfant qui vient parce qu'il a convulsé avec la fièvre, oui, je calme avec le diazépam, je peux refaire une deuxième dose s'il convulse. Après, tant que je n'ai pas contrôlé le processus qui a fait convulser l'enfant, je lui donne du phénobarbital pour prévenir la survenue d'autres crises. Et en plus, parce que la durée d'action est longue. Donc, j'espère que c'est compris. Du moins, j'espère que je réponds à vos questions. Ok, bonsoir à tout le monde. Je pense qu'il y a encore eu quelques petits soucis techniques. Je suis le docteur Minka. Je suis le chef de département de pédiatrie. J'étais également en train de suivre le cours comme vous. Je pense qu'il y a eu un petit souci technique parce que j'ai l'impression que le docteur Ngambono s'est déconnecté malgré elle. D'ici à ce que les choses reprennent, on va, si vous êtes d'accord, continuer à répondre aux quelques questions qui étaient encore en suspens. Je ne sais pas si on m'entend.
On vous écoute bien, docteur. Oui, docteur, on vous écoute parfaitement. D'accord. Alors, je pense bien que nous étions à la question de... je crois Michelet, je vois bien. Très bien, docteur. Voilà. Alors, la question, c'était dans le cas des parents qui utilisent le diazépam en milieu extra-hospitalier par voie intrarectale, ils administrent le médicament sans le diluer avec un cristalloïde comme le sérum salé, par exemple. Alors, dans le cas de l'enseignement qui est fait aux parents pour l'administration du diazépam à domicile, pour éviter des problèmes en rapport avec l'utilisation d'une mauvaise solution, par exemple, ou alors dans la panique, on peut en fait diluer avec tout et n'importe quoi qu'on a sous la main. On demande aux parents juste de charger la quantité de diazépam nécessaire. Donc, pour les enfants de moins de 10 kg, ce sera une demi-ampoule. Pour les plus de 10 kg, ce sera une ampoule. Et de rajouter de l'air. L'air va servir en fait à propulser le médicament dans l'ampoule rectale. Donc, juste prélever le médicament, rajouter 4 à 5 cc d'air pour avoir une bonne pression, puisque l'administration se fait par voie intrarectale. Donc, c'est ce qui est conseillé aux parents. On ne leur demande pas de faire une dilution parce que déjà, vous n'êtes pas sûr qu'ils auront un sérum salé à domicile, qu'ils vont se rappeler qu'ils en ont, et puis on sera tenté de mettre de l'eau qui sera potable ou pas, on n'en sait rien. Donc, pour éviter ces problèmes, on demande aux parents de mettre juste le médicament et de rajouter quelques centilitres d'air en amont pour pouvoir propulser le médicament dans l'ampoule rectale. Et bien sûr de maintenir les deux fesses de l'enfant bien serrées pour que le produit puisse se diffuser. Ça, c'est pour cette question. Ensuite, est-ce que les convulsions fébriles simples nécessitent la réalisation d'examens complémentaires? En principe, non. Ça ne demande pas d'examen complémentaire puisqu'il s'agit souvent de convulsions qui vont survenir chez les enfants entre 1 et 5 ans, qui ne vont pas se compliquer d'une anomalie de l'examen neurologique, qui ne vont pas avoir un grand impact sur l'état neurologique de l'enfant. Donc, en général, il n'est pas nécessaire de faire des examens complémentaires dans le but d'identifier la crise convulsive. Mais par contre, les examens serviront beaucoup plus à identifier la cause de la fièvre qui est à l'origine de la convulsion fébrile. Voilà. Ah, je crois que le docteur Ngamono est de nouveau connecté. Allô? Oui, allô? Voilà. Donc, je t'ai juste chippé 2 questions. Je te redonne la parole. On a abordé la question sur l'administration extra-hospitalière du diazépam intrarectal et également de la nécessité ou pas de faire des examens complémentaires en cas de convulsion fébrile simple. Donc, je te repasse la parole. D'accord. Ok, merci, Dr Minka, pour les suppléments. Donc, on l'a déjà dit, Ibrahim a demandé si l'enregistrement sera disponible. Donc, la réponse est oui, sur les différents sites. Oui, Dr Minka en a déjà parlé. Est-ce que les convulsions fébriles nécessitent la réalisation d'examens complémentaires? Je pense qu'elle avait déjà donné la réponse non, en principe non. Mais bien sûr, avant d'aboutir au diagnostic de convulsion fébrile, il faudra avoir exclu certaines choses, des choses bien plus sévères, comme une méningite, comme une encéphalite, comme un processus expansif intracrânien, des choses comme ça. Donc, après avoir éliminé cela, si on pose le diagnostic effectivement d'une convulsion fébrile simple, non, on n'a pas besoin de réaliser des examens paracliniques pour ça, comme un électroencéphalogramme, un scanner, non. Non. Maintenant, Kona te demande quelle est la conduite à tenir devant une fièvre résistante aux antipyrétiques usuels chez un patient épileptique connu où les crises se rapprochent davantage. D'accord, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Quelle est la conduite à tenir devant une fièvre résistante aux antipyrétiques usuels chez un enfant épileptique connu où les crises se rapprochent?
Donc, je pense qu'il faut peut-être la question à deux volets. On a la fièvre qui est résistante aux antipyrétiques et on a le patient épileptique dont les crises se rapprochent. Déjà, il faut savoir, oui, le but de l'antipyrétique, c'est une défervescence de la fièvre, mais tant que l'étiologie de la fièvre n'a pas été résolue, c'est normal que la fièvre monte. Donc, on dit fièvre résistante aux antipyrétiques, non, pas trop, pas trop. Il faut traiter la cause de la fièvre. Là, on aura traité la maladie en question. Maintenant, un patient épileptique connu, ce qui les crises se rapprochent, c'est d'abord une chose. Est-ce qu'il prend effectivement le médicament, ces médicaments? Est-ce que les médicaments sont disponibles? Oui. En dehors de ça, est-ce que les médicaments sont de bonne qualité? Parce que malheureusement, il y a ce problème-là. Comme on le dit souvent, en Afrique, la majeure partie des patients épileptiques se trouvent en Afrique. Mais malheureusement, en Afrique, les anti-épileptiques d'appoint ne sont pas disponibles, ne sont pas très disponibles. Quand bien même ils le sont, ils sont assez coûteux. Donc, pour dire la qualité du médicament, est-ce que la prise en charge est adéquate? Si les réponses à ces questions sont oui, la qualité c'est une bonne qualité, la prise se fait comme il se doit, il faut savoir si notre patient, son épilepsie n'est pas en train d'évoluer. Il faut savoir s'il n'y a pas déjà nécessité de lui mettre un deuxième anti-épileptique. Donc ça, c'est au cas par cas, en fonction du patient que vous aurez devant vous. S'il n'y a pas déjà nécessité déjà d'augmenter les doses, est-ce qu'on avait déjà atteint les doses maximales de son anti-épileptique? Si ce n'est pas encore le cas, augmenter les doses et toujours en suivant les effets indésirables. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ajouter. Si c'est le cas, ajouter un deuxième anti-épileptique. Mais j'ai un peu envie de dire ce que notre enseignant nous dit souvent. Il ne faut pas avoir peur de référer un patient chez qui ce n'est pas votre domaine. Ça veut dire, dès que vous avez fait la prise en charge urgente, quand il s'agit de ce patient-là qui a ses anti-épileptiques et qui, malgré le contrôle, c'est-à-dire les médicaments sont bien pris, les médicaments sont de bonne qualité, les doses maximales sont atteintes, n'hésitez pas à appeler à l'aide. N'hésitez pas à l'envoyer chez le neurologue ou du moins le neuropédiatre. Donc, je pense que c'est un peu ça, la conduite à tenir. Daouda demande une question très intéressante. Est-ce que toute convulsion fébrile chez l'enfant peut être considérée comme méningite jusqu'à preuve du contraire et traitée en attendant les résultats des examens paracliniques? C'est au cas par cas. Parce que si on est devant un petit nourrisson de moins de 18 mois ou de moins de 2 ans, dans d'autres pays en Occident, on dit moins d'1 an. Mais chez nous, on va jusqu'à 18 mois, 2 ans. Si on est devant un patient chez qui la fontanelle antérieure, la fontanelle n'est pas encore fermée, c'est-à-dire, on ne va pas objectiver des signes d'irritation méningée chez lui. Donc, s'il fait de la fièvre et qu'il convulse, on n'a pas la capacité de dire que là, c'est une convulsion fébrile. Il faut absolument exclure une méningite chez lui. Vous voyez? Maintenant, si on est devant un grand enfant, par contre, oui, on peut un peu plus facilement dire que non, on pense que c'est pas une méningite parce qu'il n'a pas de signes d'irritation méningée, parce qu'il a un état général conservé, parce qu'on se dit, bon, un patient qui a la méningite, il ne marche pas, comme quelqu'un qui a juste fait une convulsion fébrile simple. Mais ce qui est important à savoir, c'est que chez le tout petit enfant, lorsqu'il fait de la fièvre, il convulse, c'est mieux de pêcher par excès en éliminant une méningite. C'est mieux, on a souvent des laboratoires qui peuvent nous donner les résultats du liquide céphalorachidien au bout de 15 minutes, maximum 30 minutes ou 1 heure. Donc là, on peut rapidement se prononcer. Mais si on ne peut pas se prononcer, c'est toujours mieux de lui faire une ponction lombaire quand il n'y a pas de signe de quand il n'y a pas de contre-indication. On lui fait sa ponction lombaire, on lui met sa corticothérapie, ses antibiotiques en attendant les résultats. Donc, c'est toujours la meilleure attitude. C'est mieux de pêcher par excès. Donc, mais non, toute convulsion fébrile chez l'enfant, oui, toute convulsion fébrile chez l'enfant peut être considérée comme méningite jusqu'à preuve du contraire. Ah, d'accord. Kambou qui demande pourquoi éviter le phénobarbital dans la gestion
d'une crise épileptique. Je l'ai dit lors de la présentation, certaines formes d'épilepsie, le phénobarbital accentue certaines formes d'épilepsie. Ça veut dire que vous allez lui donner du phénobarbital. Au lieu que ça réduise, ça annule ces crises convulsives, il aura tendance à en faire plus. Et surtout quand vous n'avez pas identifié de quelle forme d'épilepsie il s'agit, c'est toujours mieux d'éviter le phénobarbital. Ok, donc Abba demande quel est l'intervalle entre la dose de charge du phénobarbital et la dose d'entretien. La dose de charge, c'est typiquement 24 heures. L'intervalle, c'est 24 heures à 48 heures. Maintenant, chez les nouveaux-nés, on peut aller à 48 heures. Chez les plus grands enfants, 24 heures suffit. Maintenant, on a le patient à qui on administre la dose de charge, chez qui les convulsions ne cèdent pas au bout de 15 à 20 minutes. Là, on peut encore lui donner 5 mg kg, qui n'est pas vraiment la dose d'entretien. Là, on complète sa dose de charge parce qu'on l'a dit, les doses maximales peuvent dépasser 200 mg kg. Surtout si on est chez un petit enfant ou un petit nourrisson, on a fait une dose de charge, on est à peine à 100, 120. Donc, on peut compléter. Mais l'intervalle, c'est 24 à 48 heures. Ok, donc Chinda demande si l'administration des antipyrétiques est toujours systématique pour les enfants qui se présentent avec des convulsions fébriles. C'est recommandé. C'est systématique, oui, c'est recommandé. Pourquoi? Parce que à la base, c'est la fièvre qui a fait convulser le patient. Donc, comme on l'a dit lors de la présentation, il y a le risque de survenue d'une prochaine crise. Lorsqu'on a fait une convulsion fébrile, on peut en faire encore. Donc, tant qu'on n'a pas contrôlé l'épisode, ce qui a causé la fièvre, c'est mieux que le patient soit sous antipyrétique de manière systématique. Ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est que la fièvre entraîne un inconfort. Un patient, un petit bébé qui est fiévreux, vous allez le voir, il est mal à l'aise, il a un faciès pas très agréable. Donc, c'est toujours mieux qu'il ait ses antipyrétiques. OK. Les convulsions en contexte fébrile HP présentent toujours une atteinte neurologique. Je comprends pas. Les convulsions en contexte fébrile présentent toujours une atteinte neurologique. Non. Non, parce qu'on a divisé, on a dit les convulsions en contexte fébrile, ça peut être des convulsions fébriles, ça peut être des convulsions secondaires à un processus infectieux d'origine cérébrale. Donc, par exemple, un abcès cérébral, une méningite. Donc, il n'y a pas toujours l'atteinte neurologique. La convulsion en contexte de fièvre, ça peut être une convulsion fébrile. Et dans la définition de la convulsion fébrile, c'est un événement qui survient au décours d'une fièvre sans atteinte du système nerveux central, qui est exclusivement due à la fièvre. Donc, la réponse est non. Valdim demande s'il y a un traitement naturel pour gérer les convulsions de façon naturelle, à part le diazépam. Jusqu'à présent, je ne suis pas au courant. Jusqu'à présent, je ne suis pas au courant de ça. Donc, je ne peux dire oui, je ne peux dire non. Peut-être si vous avez des éléments de réponse ou quelqu'un d'autre qui pourra nous dire. Mais je ne pense pas, je ne sais pas. Excuse-moi, je n'ai pas suivi, j'ai pas bien suivi sa question, s'il te plaît. Y a-t-il un traitement naturel pour gérer les convulsions de façon naturelle à part le diazépam? Pas à notre connaissance. Je suppose que quand on parle de traitement naturel, on fait allusion à tout ce qui n'est pas médicament moderne, entre guillemets. Non, pas à notre connaissance. À la limite, si vous n'avez rien, mettez le patient en position latérale de sécurité, le temps qu'on aille chercher un véhicule et vous attendez, mais non, moi non plus, je ne suis pas au courant. Okay. Oh, il demande de façon ponctuelle. À l'instant, c'est ce qu'on vient de dire, que non, pas à notre connaissance. Pas à notre connaissance. Et justement, sa deuxième question, le deuxième volet, c'est votre appréciation par rapport aux médicaments de grammaire pour stopper les convulsions, encourager ou à proscrire. Maintenant, les médicaments de grammaire, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai vu à plusieurs reprises les mamans administrer de l'alcool lorsque un patient convulse. Donc, à proscrire, bien sûr, parce que les effets de l'alcool, non.
Non, non. Donc, c'est plutôt à proscrire. C'est comme on a dit, les mesures générales, position latérale de sécurité, loin, ce qui peut blesser le patient. Bon, maintenant, la question de Jeanne. Quand est-ce qu'il faut arrêter le phénobarbital? D'accord. Le phénobarbital a pour but de prévenir la survenue de prochaines crises, de crises ultérieures. Donc, l'idéal est de ne pas l'arrêter tant qu'on n'a pas contrôlé ce qui cause la fièvre. Maintenant, c'est praticien dépendant. Il y en a qui, lorsqu'il a contrôlé, parce que c'est ça le but, lorsqu'on a contrôlé ce qui a causé la fièvre, lorsqu'on a contrôlé, pardon, ce qui a causé la convulsion, on peut arrêter le phénobarbital. Maintenant, certains choisissent d'arrêter de manière brutale. Lorsqu'ils ont déjà complètement contrôlé le processus, certains choisissent d'arrêter de manière progressive. Donc, s'ils avaient leur dose d'entretien à 5 mg kg, ils donnent aux patients 3 mg kg pour déjà lever un peu la sédation due au phénobarbital. Mais je pense que c'est plus la peur du praticien. Lorsqu'on a contrôlé la cause qui a causé la convulsion, on peut arrêter le phénobarbital chez le patient. Je pourrais apporter une petite contribution par rapport à cette question. Oui, oui. Allô? Nous t'écoutons. Oui. Alors, pour ce qui est de l'arrêt du phénobarbital, je suppose qu'on fait allusion aux patients hospitalisés chez qui on a mis le phénobarbital en traitement préventif. Alors, idéalement, s'il s'agit d'une convulsion occasionnelle, c'est-à-dire qui a été causée par un problème bien ponctuel dans le cas d'un paludisme, d'une infection ou même lors des convulsions fébriles, en principe, si on a 48 heures sans épisodes de convulsion, on commence une dégression des doses de phénobarbital et puis on peut arrêter. Ça se fait souvent en 48 heures. Maintenant, il y a le cas particulier du patient chez qui on vient de diagnostiquer une épilepsie, c'est un cas particulier, et chez qui on a commencé l'administration de la dépakine. Si on veut le mettre du vaporat de sodium, pardon. Si on veut le maintenir en hospitalisation durant la période où on doit atteindre la dose optimale de vaporat de sodium, chez ce patient, on peut continuer le phénobarbital sur quelques jours supplémentaires. Bon, maintenant, dans ce contexte, d'autres praticiens arrêtent le phénobarbital et mettent plutôt du clonazepam à la place pour éviter que durant la période pendant laquelle le patient n'est pas sous la dose optimale de vaporat de sodium, les convulsions reviennent. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, pour tous les autres patients qui ont eu des convulsions occasionnelles et qu'on a déjà identifié et traité la cause, quand les convulsions s'arrêtent, en général, on commence une diminution des doses de phénobarbital dans les 48 heures qui suivent la survenue du dernier épisode de convulsion. D'accord. D'accord, merci, docteur. Les gens sont très inspirés ce soir. Il y a d'autres questions. Donc, Kambou demande si devant un enfant qui présente plusieurs épisodes de convulsion afébrine sans étiologie identifiée avec un EEG normal, est-ce possible de faire un traitement préventif continu aussi avec du valproate de sodium? Oui. Oui, parce que le but du traitement préventif continu est de limiter la survenue des crises épileptiques. Parce que les crises épileptiques peuvent créer des foyers d'épilepsie plus tard. Du moins, les crises convulsives peuvent créer des foyers d'épilepsie plus tard. En général, un patient qu'on met sous dépakine, qui ne présente, parce qu'il convulsait, même si on n'a pas identifié la cause, lorsqu'il présente, il fait 2 à 3 ans sans convulsion, là, on pourra retirer la dépakine, on pourra arrêter la dépakine. Mais là, c'est possible. On met ce patient sous dépakine pour prévenir la survenue de crises ultérieures qui pourront créer des foyers d'épilepsie plus tard, même si on n'a pas identifié la cause. Aussitôt qu'il convulse régulièrement, il faut le faire. Donc, pour ça, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça. OK. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, on va continuer. C'est vrai également que certains
utilise l'anesthésie générale. Donc, ils mettent le patient dans une sorte de coma barbiturique pour limiter la survenue justement de crises convulsives. Donc, oui, l'anesthésie générale a son intérêt dans la prise en charge des convulsions. Alors, on était au niveau de... Voilà. En cas de... C'est la question de Daouda. Un enfant qui fait des crises convulsives, peut-on lui administrer un anticonvulsivant en perfusion continue? S'il s'agit de véritables convulsions, ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux s'en tenir au protocole. Si on éprouve le besoin de mettre quelqu'un sous un anticonvulsivant de manière continue, ça sous-entend qu'il fait un état de mal convulsif réfractaire ou très réfractaire. Dans ce cas, il s'agit d'une prise en charge qui doit se faire en réanimation. Là, je pense qu'il est possible d'avoir des protocoles avec une administration continue au pouls seringue de préférence, pas en perfusion continue dans l'usérum glucosé. Donc, c'est ce qui est conseillé. Si vous avez respecté votre algorithme qui a été expliqué durant la présentation et que vous n'y arrivez pas, dans ce cas, il faut que votre patient se rende là où on peut faire un traitement efficace, sous bonne surveillance cardio-respiratoire pour éviter que vous ayez des problèmes que vous ne pourrez pas gérer par la suite. Donc, ça, c'est ce que je peux dire sur cette question-là. Alors, comment prendre en charge les convulsions chez le tétanique si le patient fait des dyspnées tout en... Je ne comprends pas bien cette question. Comment prendre en charge les convulsions chez le tétanique si le patient fait des dyspnées, en parenthèse, atteinte respiratoire, et puis il y a eu un souci dans la rédaction. Bon, déjà, chez le patient tétanique, en général, ce n'est pas des convulsions, ce sont des spasmes. Et là, il faut administrer du diazépam à des doses beaucoup plus importantes que celles qu'on utilise lorsqu'on veut arrêter une simple convulsion. Et si on n'arrive pas à contrôler ces spasmes-là, dans ce cas, le patient doit également être admis en réanimation pour être intubé. Alors, Jeanne Tamac demande quelles sont les doses dégressives, s'il vous plaît, quel schéma utiliser en redescendant les doses jusqu'à l'arrêt. Bon, là, je ne sais pas les doses de quoi. Je suppose qu'il s'agit des doses du phénobarbital. C'est la dernière chose dont nous ayons parlé jusqu'ici. Ah, alors, pour le phénobarbital, je crois de manière empirique, la dose d'entretien, on a déjà parlé des doses de charge. Donc, soit vous êtes à 10 mg kg pour les grands, 15 mg kg pour les nourrissons et 20 mg kg pour les nouveau-nés. Maintenant, après la dose d'entretien que vous allez administrer 24 à 48 heures selon l'âge du patient, vous serez une dose d'entretien qui est fixe pour tout le monde de 5 mg par kilogramme. Maintenant, après, si vous n'avez plus de convulsions, vous pouvez soit arrêter, soit alors faire une diminution de la dose, passer à 3 mg par kilo. Parce qu'en réalité, la dose d'entretien, c'est entre 3 à 5 mg par kilo. Mais tout le monde reste à 5 mg pour une première fois et ensuite on diminue à 3 mg par kilo. Et si on n'a toujours pas de convulsion, on arrête. Merci, Dr Minka. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais essayer de chercher. Parce que là, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas s'il y en a encore. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas. OK. Donc, si quelqu'un a une question, il peut directement lever la main et prendre la parole. D'accord. Donc, de toutes les façons, les questions pourront continuer dans le site. Nous serons fiers de répondre à vos autres préoccupations. Et bien sûr, si les gens ont des ajouts à faire, qu'ils n'hésitent surtout pas. Donc, je pense qu'après ça, nous sommes arrivés au thème de notre présentation.
Merci de nous avoir écoutés. Et comme on le dit, si vous voulez la présentation, vous pouvez simplement aller sur les sites. Et également, nous tenons à rappeler l'atelier de réanimation néonatale qui aura lieu à Douala le 25 février, donc dans quelques jours. Et celui de Yaoundé sur la fondoscopie les 11 et 12 mars. Donc, sur ce, nous vous remercions encore pour les échanges. La conversation était très riche et nous espérons que vous avez été, on a pu répondre à certaines de vos questions. D'accord, donc des liens vous seront envoyés, vous ont même déjà été envoyés, vous pouvez nous suivre pour les autres présentations Facebook, YouTube. Ok, donc vous pouvez avoir les présentations là-bas et nous suivre. Donc merci encore et sur ce, nous vous souhaitons une belle soirée et un bon début de semaine. Donc merci.